Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo très différente de d'habitude puisqu'il ne s'agit pas d'un tutoriel couture. Dans cette vidéo je vais vous montrer un peu les backstage de mon métier de créatrice de contenu autour de la couture en vous présentant un objet que j'ai acquis récemment. Lors du confinement, j'ai eu 25 ans et c'est pour moi un âge très symbolique. Je vous passe les détails, mais toujours est-il que je me suis offert cet objet sur lequel je lorgnais depuis plusieurs années, à savoir l'iPad Pro. Et c'est la sortie du nouvel iPad Pro le 25 mars 2020 qui m'a décidé à franchir le pas. Je vous expliquerai pourquoi un peu après. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise de façon intense et je voulais attendre avant de faire cette vidéo pour me faire un véritable avis plutôt que de faire du contenu un peu creux et également pour réfléchir au format de la vidéo. Cette vidéo sera donc divisée en 3 parties auxquelles vous pouvez vous référer en sommaire comme d'habitude. Pour commencer, on va faire l'unboxing, à savoir le déballage en français, et on va voir ensemble les différentes caractéristiques de l'iPad ainsi que les différents accessoires que j'ai achetés avec. Ensuite, on va voir les usages créatifs, professionnels ou non, que l'on peut faire avec. Et en troisième partie, je vais vous faire un feedback de mon avis après un mois d'utilisation. J'avais pour projet qu'il remplace petit à petit mon PC, donc on va voir si c'est le cas ou non et si cet objet peut tout centraliser au même endroit. Tout d'abord, quelques données sur l'iPad. Donc l'iPad Pro, il existe en deux tailles. Il existe en 11 pouces et en 12,9 pouces. Pour ma part, j'ai choisi le grand format en 12,9 pouces et je me suis demandé si c'était pas un peu gros au début quand j'ai reçu la coque en verre trempé avant l'iPad, donc on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau du stockage, il existe 4 capacités, donc vous pouvez le prendre en 128 Go, 256 Go, 528 Go et 1 Teraoctet. Et c'est précisément sur cette question de stockage que j'ai franchi le pas d'acheter le nouvel iPad Pro, puisqu'avant il n'existait qu'en 64 Go puis en 256 Go sans passer par le 128 Go. Or, j'avais besoin de plus que 64 Go et moins que 256 Go. Donc là, le fait qu'il existe en 128 Go et qu'il soit moins cher que l'ancien à 256 Go, ce qui est normal, eh bien, ça m'a décidé à passer à l'achat. L'iPad Pro 12,9 pouces fait à peu près 21,5 cm de largeur sur 28 cm de hauteur. Donc ça correspond à peu près à une feuille A4. Il y a 4 haut-parleurs et je remarque clairement la différence de son comparé à mon iPad Air 2 de 2016. Il y a plusieurs micros qui sont censés produire un son de qualité studio. Il dispose uniquement d'une entrée USB-C, donc c'est un choix d'Apple d'avoir une connectique quasi égale à 0. Les vidéos s'enregistrent en 4K ou HD, 1080p ou 720p, à une vitesse de 30 à 60 images par seconde. Donc concrètement, ça veut juste dire que vous allez avoir une super bonne qualité et que vous allez pouvoir faire des jolis slow motion, accélérés, ralentis, tout ça. L'iPad Pro 12,9 pouces 128 Go coûte 1119 € et l'Apple Pencil que j'ai pris en deuxième génération coûte 135 €, donc ça fait un total de 1254 €. Au niveau des accessoires, et d'ailleurs les liens sont en barre de description si ça vous intéresse, au vu du prix de l'iPad et du crayon, il me semblait absolument indispensable de prendre une protection en verre trempé pour protéger l'écran de l'iPad, ainsi qu'une coque pour protéger l'ensemble de l'iPad et du crayon pour ne pas le perdre. Pour la protection en verre trempé, je n'ai rien à dire, elle est très bien. J'ai un peu galéré à la mettre, j'avais 2 poussières récalcitrantes, mais sinon aucun souci, très bonne qualité. Pour la coque, je m'attendais à un truc cheap au vu du prix de la coque comparé au prix des coques sur Apple. Et en fait, j'ai été juste bluffée par la qualité, donc je tiens à le souligner. La manière dont a été emballé le produit était très clean, donc très très belle surprise. Je m'attendais à un rose un peu trop flashy et en fait, on est bien dans un rose pâle discret qui tire un peu vers le gris. Enfin, la voici. Je la trouve vraiment top. J'aime beaucoup la couleur. Je voulais également une coque qui ne recouvre pas le côté de l'iPad, là où il y a l'unique trou pour l'USB-C, parce que j'ai acheté un hub. Donc c'est un truc qui prend cette place-là sur l'iPad. Un hub, c'est quoi? C'est une espèce de multiprise où vous allez avoir différents types de connectiques pour pallier à la médiocrité de la connectique Apple. Donc vous en avez de différentes sortes avec différentes entrées. Pour ma part, j'ai choisi les entrées qui m'étaient le plus utiles. On a donc une entrée HDMI, ce qui est pratique pour projeter des présentations sur un rétroprojecteur par exemple. On a une entrée USB qui sert à plein de choses, donc évidemment à brancher des disques durs, des clés USB. Et aussi pour les musiciens, c'est extrêmement pratique puisque ça permet de brancher toutes sortes de choses, des microphones USB, des claviers, des pads, enfin toutes sortes de choses, une carte son. Ensuite, on a une carte SD, donc c'est très pratique pour le transfert de photos et de vidéos. Il y a également une entrée jack pour pouvoir brancher un casque. Et enfin, il y a une dernière entrée USB-C pour pouvoir maintenir l'iPad en charge quand on l'utilise avec ce hub qui est assez gourmand en énergie.
Ensuite, j'ai acheté un trépied, donc ça n'a rien à voir avec l'iPad, je l'aurais acheté dans tous les cas. Et ce trépied a pour spécificité de pouvoir s'incliner à 90 degrés, donc ça c'est vraiment très chouette. Si la perche avait pu être plus longue, ça aurait été encore mieux, ça permet de filmer ses mains par-dessus, donc c'est très pratique dans le cas où on tourne des tutoriels comme moi. Par contre, je pensais recevoir un trépied complet où je pouvais directement mettre mon appareil photo dessus. Et en fait, il fallait acheter une rotule supplémentaire, donc c'est une chose que j'ai faite. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai pris la rotule au pif, je vous avoue, enfin celle qui restait en fait, et j'en suis très très contente. Donc voilà, j'aime beaucoup ce trépied, juste j'aurais aimé que la perche soit un peu plus longue, mais ça me change vraiment la vie au tournage et ça m'évite de faire des empilements de livres dangereux ou de devoir solliciter une personne pour m'aider. Et pour pouvoir mettre mon iPad sur le trépied, j'ai acheté un adaptateur. Donc c'est un espèce de support en plastique. J'avais peur au niveau de la solidité, mais il était relativement bien noté. Donc je l'ai pris et j'en suis vraiment très satisfaite. D'ailleurs, c'était le seul qui était compatible avec mon iPad de 12,9 pouces. Globalement, j'ai fait un peu tous mes achats à l'aveugle grâce aux descriptions produits que j'avais vues sur Amazon et je suis pas du tout déçue. Tout est conforme. Et en dernier, j'ai récupéré un adaptateur de téléphone pour pouvoir le mettre sur mon trépied également, ainsi qu'un clavier Mac que j'ai piqué également et voilà, parce que j'avais dépensé bien assez d'argent. Voilà, j'ai fait un tour assez complet des caractéristiques de l'iPad et des accessoires que j'ai achetés avec. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, la plus intéressante, à savoir les usages créatifs que l'on peut faire avec un iPad Pro. Si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez voir le résultat final, je vous invite à cliquer en haut à droite sur la vidéo qui s'affiche. Et en fait, il s'agit de ma dernière vidéo de masque sur le modèle Attaque ton masque. Premier point, écrire et organiser ses idées. Au premier abord, on peut se dire que ça fait cher payer pour un cahier et un crayon, et vous aurez totalement raison. On va revenir à ça un peu plus tard dans la vidéo. On peut aussi se dire que ce n'est pas un aspect créatif d'écrire et organiser ses idées. Pourtant, dans le processus de création, écrire et organiser ses idées est très important. Je l'ai lu dans un bouquin de Les Modes qui s'appelle Processus de création. Mon retour d'expérience là-dessus, c'est que je trouve l'organisation des idées très importante pour être capable de faire passer correctement le message que l'on souhaite transmettre. En règle générale, dans la vie, j'aurais tendance à dire que perdre son temps à s'organiser, c'est gagner du temps finalement après. Et pour ma part, je constate une baisse d'anxiété lorsque je prends le temps d'écrire et organiser mes idées, et ça me permet également de mieux rebondir en cas d'imprévu. Et vu que je suis en entrepreneuriat et que les imprévus c'est tout le temps, et bien ça me permet d'avoir une meilleure gestion globale. Je trouve également que ça permet de créer du contenu de meilleure qualité puisqu'il sera structuré. Donc avant de me lancer dans une vidéo, j'écris toujours mes idées. Avant que ce soit avec l'iPad Pro, je le faisais sur des bouts de papier qui traînaient, des tickets de caisse, enfin vraiment tout ce qui me tombait sous la main parce que les idées ne viennent jamais quand on est en face de son bureau avec le cahier ouvert qui est prêt à accueillir les idées. Non, les idées elles viennent quand on est en train de cuisiner, quand on est aux toilettes, quand on est en train d'attendre pour un rendez-vous médical, quand on est en train de faire un trajet en métro ou en vélo. Enfin bref, ça tombe souvent à des moments inopportuns. Et évidemment, pour ma part, je ne retrouve jamais le papier sur lequel j'ai écrit l'idée puisque ça se perd, c'est des feuilles volantes. Ou sinon, je me souviens plus exactement où je l'ai écrit. L'iPad Pro, ça permet vraiment de tout centraliser au même endroit. Donc personnellement, j'utilise la version gratuite de OneNote, mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quelle autre application de prise de notes. Il m'arrive bien sûr toujours des idées intrusives, mais avec le confinement, l'iPad n'était jamais très loin, et puis même quand je me déplace, j'essaie de toujours le prendre avec moi. Je trouve que l'organisation dans l'application est vraiment superbe. On peut par exemple créer un ou plusieurs cahiers, puis des thèmes à la façon d'intercalaires, et ensuite on peut créer différentes pages dans les thèmes. Dans le cadre du coup de ma dernière vidéo sur les masques, j'ai écrit le script de la vidéo. D'abord à la main, j'ai énuméré tout ce que je ne devais pas oublier de dire, et puis avec le clavier, j'ai tout mis au propre et tenté de structurer. Je vous ai parlé de carnet d'idées, de script, mais je n'utilise absolument pas le bloc-notes que pour cela. J'y mets également mes to-do list, mes schémas et dessins quand j'ai des idées de cousettes ou que je souhaite illustrer quelque chose. J'y mets les gradations de mes patrons, les brouillons de mes articles de blog. Enfin bref, je mets vraiment un tas de choses qui me sont utiles dans mon métier. Et je pense qu'un tiers de mon temps sur l'iPad se passe sur OneNote. Il y a aussi l'application Notion qui est un outil encore supérieur. Ça a l'avantage d'être totalement gratuit et on peut partager des notes avec d'autres utilisateurs. Dans les outils professionnels, ça ressemble un peu à Trello et à Asana. Le problème de Notion, c'est qu'il faut s'habituer à l'interface et quasiment faire un apprentissage pour l'utiliser correctement. Donc pour mon usage, je vous avoue que je préfère la simplicité de OneNote, mais c'est vraiment un peu comme comparer les fils d'une appli mobile avec Photoshop. On n'est pas sur le même niveau de performance, donc voilà, c'est une question de besoin. Deuxième aspect, enregistrer une voix off. Alors pareil, ça peut paraître contre-intuitif de penser que c'est un aspect créatif de pouvoir enregistrer une voix off. Une voix off, c'est tout simplement quelque chose qu'on enregistre et qu'on met ensuite sous des bouts de vidéo pour expliquer. Donc par exemple, la partie tutoriel dans mes vidéos, ça correspond à une voix off.
Et donc pour ma part, pour la prise son, j'utilise l'enregistreur Zoom 2 que j'avais acheté en 2013 pour un tout autre usage. Et j'ai découvert il y a quelques mois qu'on pouvait directement le brancher à l'iPad, ce qui évite d'enregistrer sur une carte SD puis ensuite de devoir faire le transfert. Ça m'arrive aussi d'utiliser directement le dictaphone de l'iPad ou de l'iPhone pour enregistrer ses voix off. La technologie est très bien faite, surtout sur l'iPad Pro, et du moment qu'on est dans un endroit qui ne résonne pas trop, le son est tout à fait correct. Pour ma part, je ne retouche jamais la voix avant de poster une vidéo, mais certains créateurs de contenu, notamment dans les podcasts, vont masteriser un peu leur voix pour leur donner une sonorité professionnelle. Et ce qui est bien avec l'iPad, que le micro soit branché ou non, c'est que c'est très simple d'enregistrer une voix. La facilité, ça peut sembler secondaire, et pourtant quand on galère avec le matériel à chaque étape, c'est assez décourageant. Donc voilà, deuxième aspect créatif, c'est la prise de son et l'enregistrement de voix off. Ça permet de pimper un peu les vidéos, de leur donner une meilleure qualité, parce qu'il n'y a pas que l'image qui est importante, il y a aussi le son. Troisième aspect, et non des moindres, tourner les rushs de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est les rushs de la vidéo? C'est tout simplement les bouts de vidéo qu'on assemble les uns avec les autres pour donner un rendu final et produire une vidéo. Certains créateurs de contenu créent carrément un storyboard pour organiser les différents plans qu'ils vont faire de leurs vidéos. Donc pour ma part, je vais pas aussi loin. J'ai à peu près mes plans en tête avant de filmer puisque j'ai écrit le script avant. Donc en général, pour écrire le script, il faut que je me visionne en train de faire les choses. Donc pour revenir à notre vidéo de Mask Attack, j'ai presque tout tourné à l'iPad, sauf l'introduction et la conclusion que j'ai tourné avec un Canon EOS 700D et un Sigma 18-35 mm. Je dois avouer qu'avec l'iPad et le trépied, j'ai juste été bluffée par la qualité des rushs et la facilité à tourner. C'était un vrai bonheur, je m'attendais à ne le faire que pour la vidéo, mais je pense que désormais je vais tourner tous mes tutos avec l'iPad. La caméra est bluffante, j'imagine qu'avec deux si petits objectifs, l'image est reconstruite à partir d'un petit logiciel en interne. Lorsque l'on dispose d'une bonne luminosité, je trouve que c'est très agréable car le focus se fait automatiquement de façon très fluide, donc pas besoin de vérifier toutes les 2 minutes ce qui se passe à l'écran. Tout est net, quand on veut monter un détail bien précis en action, c'est hyper simple comparé à n'importe quel appareil photo et optique. Donc voilà pour le troisième aspect créatif qui consiste à tourner les rushs vidéo. Ensuite, quatrième étape, et c'est là où je vais avoir beaucoup moins d'allégresse, la quatrième étape c'est de faire évidemment le montage. Donc là, pour la vidéo précédente, des masques, j'ai utilisé le logiciel de montage iMovie qui est gratuit. Il faut savoir que iMovie sur iPad et sur Mac sont assez différentes et même si j'ai réussi à produire la vidéo et que l'on ne voit aucune différence avec mes autres vidéos si ce n'est un cadrage amélioré grâce au trépied, il faut savoir que j'ai passé plus de 17 heures à découper les rushs contre 2-3 heures sur le PC et encore c'était pas une vidéo difficile. Donc par exemple si ça avait été ma vidéo update, donc ma deuxième vidéo de masque, ça aurait pas été possible, ça m'aurait pris au moins 34 heures et c'est pas possible rien que pour découper des rushs d'une vidéo, c'est pas possible de passer autant de temps. Donc je vous avoue que j'ai eu l'impression de passer d'un jeune et vigoureux étalon à un vieux poney fatigué entre iMovie et mon logiciel de montage sur ordinateur. Le fait que ça m'ait pris beaucoup plus de temps de monter la vidéo sur iPad que sur PC, ça m'a fait sortir ma vidéo avec 48 heures de retard, donc déjà j'étais pas très en avance, mais là ça m'a encore plus retardé du coup. Par contre, l'avantage avec le hub, c'est que je peux transférer assez facilement mes rushs de l'iPad à la carte SD. Donc ça permet d'allier la facilité de tournage avec l'iPad à la facilité de montage du PC. Étant donné mon expérience un peu désastreuse avec iMovie, j'ai essayé de voir s'il existait une autre application de montage qui soit plus efficace et j'ai trouvé LumaFusion qui coûte 33 € et d'après les internautes qui l'ont testé, ça reste la meilleure application de montage actuellement sur le marché, même si c'est pas aussi bien que sur un PC. J'ai vu des professionnels monter leurs vidéos sur YouTube avec et montrer en direct comment ils faisaient. Donc voilà, je l'essaierai un peu plus tard, mais il semble que ce soit la meilleure actuellement. Cinquième point, après avoir tourné et monté la vidéo, il faut la mettre en ligne. Donc là encore une fois, c'est un gros fail. Après avoir exporté ma vidéo, impossible de la mettre d'iMovie sur YouTube. Enfin, ça a bugué, j'ai pas trop compris. Du coup, je l'ai transférée via AirDrop sur un MacBook et ensuite je l'ai mise en ligne. Gros fail pour ma part. Peut-être qu'en réessayant ça marchera, mais c'est pas très facile. En plus, je pense que ça pompe toute l'énergie de l'iPad pour rien. Donc autant le faire sur un PC qui est branché sur secteur. Par contre, avec l'application Creator Studio, je trouve que c'est relativement simple de changer la vignette, de mettre les différentes informations de la vidéo, la description, les tags. J'avoue que c'est un bon point et c'est agréable de le faire quand la vidéo est en train de charger. Et on peut le faire en simultané. Par exemple, quand c'est en train de charger sur YouTube, si on est sur Creator Studio, on peut tout à fait retoucher la vignette et compagnie sur l'iPad. On peut le faire sur différents appareils.
Sixième aspect créatif, et là on va rentrer dans le point le plus créatif je pense de l'iPad et la spécialité d'Apple, donc le graphisme. Pour ma part ça va être de créer une vignette, mais ça s'étend à l'illustration, à tous les travaux de graphisme possibles imaginables, et là-dessus je trouve que l'iPad Pro il est vraiment super cool. Pour la vignette, j'ai utilisé un logiciel payant qui est Procreate. C'est un outil absolument bluffant pour la modique somme de 11 €. Je découvre tout juste l'outil qui à la base est conçu pour les illustrateurs, mais pour faire des créas assez simples, c'est vraiment performant, et notamment grâce à un système de calque comme sur Photoshop. J'ai pas pu utiliser les polices que j'ai l'habitude d'utiliser, mais j'ai quand même pu conserver ma charte graphique. Procreate c'est vraiment un outil extraordinaire, je compte vraiment réaliser des illustrations sur cette application, que ce soit pour mes pochettes de patrons de couture ou pour illustrer certaines étapes, par exemple dans mes vidéos quand j'explique des étapes qu'on ne voit pas forcément bien à la caméra. Et Procreate ça permet également de réaliser des titres pour les vidéos que l'on monte sur un logiciel de montage. Et c'est parfois plus pratique de le faire sur cette application que sur ordinateur grâce au format polyvalent d'export. J'ai presque envie de dire qu'avec cette appli, notre créativité est notre seule limite. Ensuite, septième aspect positif, mais là je pense que ça concerne n'importe quelle tablette, c'est de pouvoir gérer ses réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, etc. Je trouve que c'est un très bon outil. Ensuite, huitième aspect et l'un de mes préférés, vraiment, c'est retoucher ses photos, et notamment via l'application Lightroom qui est gratuite. Donc vraiment, Lightroom c'est une de mes applications préférées, sur iPad c'est une tuerie. Lightroom c'est développé par Adobe, qui sont quand même vraiment leaders dans le monde du graphisme et de l'audiovisuel en général. Pour ma part, je ne retouche jamais la peau, les imperfections, enfin toutes les retouches qui prennent du temps, mais par contre ce que je retouche très souvent, c'est l'exposition et les couleurs. Donc pour ces retouches, Lightroom c'est vraiment une application incroyable, et de la suite Adobe c'est de loin celle qui ressemble le plus à la version PC, et en plus elle est gratuite. L'étalonnage de l'image, donc à savoir le traitement des couleurs, ça peut vraiment faire la différence entre une image qui a du cachet et une image lambda. Donc je vais aussi retoucher les couleurs quand la caméra retranscrit mal les images. Par exemple le rouge, chez moi le rouge et les tons proches n'apparaissent jamais fidèlement à la réalité. Ça a été le cas notamment avec le Shorty Layla que j'ai eu beaucoup de mal à retoucher, car à la caméra on voyait presque du orange alors qu'on était sur un rouge bordeaux. Neuvième point créatif, et c'est vraiment l'un des aspects créatifs les plus importants sur l'iPad, je dis pas forcément pro mais juste sur l'iPad tout court, c'est vraiment de pouvoir faire de la musique via l'application GarageBand qui est 100% gratuite, qui justifie quasiment à elle seule l'achat de l'iPad, tellement elle est bien conçue. Pour trouver de la musique libre de droit, il y a des banques de sons payants sur internet, donc j'avais vu une vidéo du vidéaste Grain à ce sujet. Il y a aussi des sons gratuits et libres de droit dans la bibliothèque YouTube, mais c'est souvent pas forcément incroyable. Donc vraiment, si vous êtes un peu musicien, vous pouvez utiliser GarageBand et enregistrer des petits sons très simples qui iront très bien en fond musical. Donc pour moi, autant le montage vidéo sur l'iPad, c'est vraiment pas du tout une réussite, autant le traitement audio, c'est plus que correct. Il y a même certaines personnes qui ont des chaînes YouTube de cover avec plusieurs millions d'abonnés, avec juste un micro USB et GarageBand, et je pense notamment à Samantha Harvey. Et enfin, dixième point créatif que l'on peut faire avec l'iPad, c'est de créer des newsletters, donc notamment avec l'outil Mailchimp, qui est une application et également un site. Ils font un peu partie des leaders d'emailing, donc c'est tout à fait possible d'envoyer des newsletters via l'application Mailchimp. C'est un outil très performant qui permet de rester connecté avec ses abonnés. Dans un monde idéal, je voudrais envoyer une newsletter mensuelle qui s'intitule La Gazette des Cousettes, qui regrouperait toute mon activité de couture, les patrons, les tutos, les dates d'atelier, etc. Et en pratique, j'en ai envoyé 2. Mais à part ça, c'est un outil qui est très exploité par les boîtes et les créateurs de contenu. Certains basent même quasiment toute leur stratégie commerciale là-dessus. Pour ma part, je suis vraiment pas douée avec cet outil, mais j'aimerais vraiment l'utiliser comme un moyen de créer un contenu digital, un peu à la manière d'un magazine, sauf que dans la newsletter, vu que ça tient en une page, il y aurait que l'éditorial et le sommaire sur des sujets du mois. Et donc voilà notre dixième aspect créatif. Donc voilà les 10 usages créatifs que je fais avec l'iPad pour mon usage professionnel. Bien sûr, comme sur à peu près n'importe quelle autre tablette, on peut faire du travail de bureautique, notamment grâce à la suite Office, mais aussi grâce aux outils Google, Google Drive, Google Sheet, Google Présentation, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a également Dropbox et OneDrive qui permettent d'avoir du stockage en ligne. Mais là, j'ai essayé de citer les aspects créatifs qui mobilisent au maximum l'Apple Pencil, qui est quand même très propre à l'iPad. Je vais maintenant passer à la troisième et dernière partie qui consiste à vous donner un feedback global de mon utilisation de l'iPad Pro pendant un mois, et je vais notamment le comparer à mon ancienne iPad Air 2 que j'ai acquis en 2016. Il faut savoir que l'iPad Air 2, si je précise que c'est un 2, c'est tout simplement parce que c'est le dernier iPad qui est sorti avant l'Apple Pencil première génération et que par conséquent il n'est pas compatible avec. Concrètement, si mon iPad Air 2 avait été compatible ne serait-ce qu'avec l'Apple Pencil de première génération, j'aurais certainement jamais acheté l'iPad Pro,
non pas qu'il ne soit pas bien, mais je trouve que les qualités de l'iPad Pro ne sont pas proportionnellement meilleures à la différence de prix entre les deux appareils. L'iPad Air 256 Go coûte aujourd'hui 739 €, alors que l'iPad Pro à 128 Go coûte 1119 €, ce qui est déjà une grosse différence de prix, et en plus c'est pas le même stockage. Donc voilà, j'aurais pas acheté l'iPad Pro. Deuxième point, j'adore mon iPad Air 2. Le seul défaut de cet iPad, c'est qu'il n'y a pas de crayon. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la batterie. Je l'ai acheté en 2016. À l'époque, il pouvait tenir une semaine facilement avec une utilisation normale. Il tenait aussi facilement 3 jours avec une utilisation plus intense. Aujourd'hui, après 4 ans d'utilisation, il tient facilement la charge une journée si je l'utilise de façon intense. Et si je l'utilise de façon non intense, il dure 2-3 jours. Et pour mon iPad Pro, alors que je viens de l'acheter, la charge en utilisation intense dure une journée, donc c'est ce qui est promis sur le descriptif, 10 heures d'autonomie. Et si j'utilise de façon non intensive, comme là ces derniers jours, il peut tenir 2-3 jours. Donc les batteries de mes deux iPads tiennent la même durée de temps, sauf qu'il y en a un que j'ai depuis 4 ans et l'autre depuis 1 mois. Donc si ça se maintient comme ça pour l'iPad Pro sur plusieurs années, ça me dérange pas du tout de devoir le charger une fois par jour, parce que j'utilise de façon intense. Mais si je suis obligée de le charger 2 fois par jour, là je serais un peu déçue de l'appareil. Pour moi, ce qui différencie vraiment l'iPad, c'est l'Apple Pencil. Dans les aspects créatifs, il y en a 8 sur 10 qui sont utilisés avec l'Apple Pencil. Mais je ne sais pas si l'iPad Pro contre un iPad qui fonctionne avec l'Apple Pencil également rivalise réellement. En fait, pour moi, les principales différences résident dans le son. La qualité du son, elle est juste exceptionnelle sur l'iPad Pro, ça faut le reconnaître. J'ai l'impression de brancher une enceinte quand j'écoute des sons. Il y a également la qualité de l'appareil photo qui est très supérieure, ça, il n'y a pas photo non plus par rapport à un iPad Air. Et le troisième aspect différenciant, c'est vraiment pour moi la taille de l'écran. La puissance, je peux pas trop vous faire de comparatif, mais en tout cas, la taille de l'écran, c'est un vrai bonheur pour travailler. Je me demandais si j'avais pas fait une erreur en achetant un 12,9 pouces au vu de la tête de la coque en verre trempé. Et en fait, non, pas du tout. Pour faire n'importe quoi de ce que je fais, je trouve ça hyper pratique pour prendre des notes et tout. Je vous avoue que le 12,9 pouces, je le regrette pas du tout. Donc voilà, pour moi, vraiment, les choses qui différencient vraiment l'iPad Pro avec un iPad normal, c'est le son, la photo et la taille de l'écran. À voir après si ça vaut 500 ou 600 € de plus. Si vous aussi vous avez un iPad, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Est-ce que je regrette mon achat et que si c'était à refaire, je prendrais un iPad Air? Alors non, parce que tout simplement par rapport à mes besoins, j'ai besoin d'un grand écran avec une bonne qualité d'appareil photo et j'avoue que le son c'est tout bonus, voilà. C'est juste que si j'avais eu déjà avant un iPad avec un crayon, je n'aurais pas pris un iPad Pro, sachant que ça aurait déjà pu être un très bon outil de travail. Par ailleurs, j'utilise beaucoup moins mon PC, qui n'aime d'ailleurs pas trop être trimballé à droite, à gauche. C'est un PC qui est extrêmement puissant mais qui prend beaucoup de place, qui est un peu lourd, la charge tient pas énormément, mais par contre il est extrêmement puissant, il est full SSD, très très bonne carte graphique, etc. Et ce que j'apprécie chez l'iPad Pro, c'est vraiment la rapidité d'exécution, la facilité d'utilisation et la versatilité. J'entends par versatilité le fait que je peux aussi bien prendre des notes avec l'iPad que créer le tube de l'été si j'étais créatrice de son. J'aime énormément le fait de pouvoir trimballer l'iPad partout où je vais avec le petit clavier, ça prend vraiment pas de place. Voilà, j'utilise beaucoup plus mon iPad que mon téléphone et j'aime énormément pouvoir aller travailler n'importe où, à la piscine, en attendant un rendez-vous médical. Voilà, ça c'est un truc que je peux faire avec l'iPad, que je peux pas faire avec l'ordinateur ni avec le téléphone. Et on sait bien que la facilité d'utilisation, c'est vraiment une spécialité d'Apple. Au niveau de la performance, moi ce que je retiens, c'est 2 applis qui sont vraiment propres à Apple, qui sont GarageBand et Procreate. Pour moi, c'est 2 applis qui justifient quasiment l'achat de la tablette parce que c'est des outils très très performants et qui pour le coup remplacent complètement l'usage du PC. Il y a énormément d'illustrateurs qui ne travaillent plus que sur iPad et donc on peut se dire qu'avec 11 € d'investissement plus l'iPad, c'est leur gagne-pain. C'est un peu grossi et complètement simplifié, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la couture, c'est plutôt un investissement de plusieurs milliers d'euros pour l'installation et c'est beaucoup plus engageant. Donc je trouve qu'en ça, l'iPad est un outil extraordinaire puisqu'il permet vraiment d'être un gagne-pain avec finalement un investissement de départ assez faible comparé à d'autres domaines. Et c'est pareil avec GarageBand, certains arrivent réellement à créer un business rien qu'avec l'application, l'iPad et quelques appareils annexes. Après, est-ce que ça remplace mon PC? Pas encore malheureusement, j'espère que ça viendra un jour, que vraiment on pourra encore plus centraliser toute l'activité dont on a besoin dans l'iPad. Mais voilà, c'est déjà très bien et j'en suis extrêmement contente, je ne regrette pas du tout mon achat.
Bon bah voilà, je pense que j'ai largement assez parlé, j'espère que ce format de vidéo ne vous aura pas trop déboussolé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet aspect un peu coulisses, parce qu'à côté de la couture, je suis passionnée d'audiovisuel, donc je me ferai un plaisir de partager un peu mes astuces de création de contenu avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, et si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortent. Vous pouvez également rejoindre mon actualité de cousette sur Instagram et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne couture si vous cousez.